bonjour à toi Michel, bonjour à toi Micheline, allez tous niquer vos races, j'ai pas votre temps. Voilà. Attends, comme ça tu fais une entrée directe, comme ça au moins les gens continuent à t'écouter. C'est fou, hein. Vous avez déjà tous quitté, mais c'est pas grave. Si tentez que vous soyez rentrés dans cette vidéo, ouais, voilà, je vais fermer ma gueule. Non, aujourd'hui une vidéo qui change un peu de ce que je fais d'habitude, quoique. Une vidéo qui m'intéressait de faire, c'est un peu une vidéo peut-être un peu basée plus sur la réflexion que d'habitude, où je fais moins le con, j'ai pas envie de faire le con, voilà, laissez-moi vivre ma vie s'il vous plaît, hein, voilà. Je suis très épicurien, c'est faux. Il y a pas longtemps j'ai attaqué Dostoïevski, Les Carnets du sous-sol, c'est un super livre franchement, pour l'instant, je kiffe le lire. Ça parle d'un mec dans un caveau qui crache sur l'homme, qui crache sur la société et qui critique, tu vois. Genre, nous, on est là, nous, on joue au poker. Il y a des gens, ils vont dans des parcs, ils lisent des livres. Il y en a, ils crachent leur venin dans des caveaux, tu vois. Genre, on n'est pas dans le même délire. Mais ce livre n'est pas que haineux, enfin, si tant est qu'il l'est. Il est vraiment intéressant parce qu'il s'adapte, il s'interroge sur l'humain. C'est pas un livre philosophique, c'est pas un roman philosophique, c'est un roman qui en fait s'interroge sur l'homme, sur la société, etc. Mais pour autant n'apporte pas forcément la réponse. Et c'est aux gens comme nous, aux lecteurs, d'apporter peut-être une réponse ou en tout cas d'y réfléchir. Et il y a un chapitre qui m'a arrêté tout de suite, c'est le chapitre 9 de la première partie, qui m'a vraiment passionné en fait. Et ça parle du ratio souffrance et plaisir. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant de pouvoir le traiter avec vous. Et donc du coup dans cet extrait, Dostoïevski remet en cause l'appropriation de la science par les hommes en fait. Il nous dit la phrase suivante, vous par exemple, vous voulez désapprendre aux hommes leurs vieilles habitudes et corriger leur volonté pour qu'elles correspondent aux exigences de la science et du bon sens. Et ça, lui, Dostoïevski, il aime pas trop, et en tout cas il s'interroge sur pourquoi, enfin en tout cas le personnage qu'il met en scène, il faut savoir que c'est pas lui qui parle, c'est le personnage qui met en scène, mais on peut s'imaginer quand même qu'il a un certain rapport plus ou moins grand avec ce personnage. Et du coup il se demande pourquoi êtes-vous certainement assuré que le fait de ne pas se dresser contre les intérêts normaux est véritable garantie par les conclusions de la science et de l'arithmétique, soit pour les hommes réellement toujours profitable et forme une loi pour toute l'humanité. Alors, aussi indigeste que ça puisse paraître, cette phrase est assez simple, il se pose juste la question de pourquoi l'homme devrait s'adapter à la science, devrait s'adapter à l'ordre du monde, etc. C'est une phrase plutôt d'ordre humaniste, hein, presque égoïste, égocentriste, qui met l'homme du coup au centre de tout. Et il se demande, il est en pleine réflexion, vous voyez, Dostoïevski, il n'est pas là pour vendre du muguet, et il nous dira la phrase suivante, c'est une loi de la logique, mais pas du tout une loi de l'humanité. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que globalement je suis quelqu'un d'assez rationnel. Je suis tout sauf scientifique, j'ai du mal avec la science, mais pour autant je trouve ça passionnant. Et l'ordre du monde justement régi par la science, ça me passionne et pour moi c'est quelque chose de très vrai qu'il faut savoir utiliser, voyez-vous. Et c'est vrai que ça m'a paru hyper pertinent parce que lui, il considère la conscience au-dessus de tout ça. Il considère que la conscience, c'est bien plus qu'un ordre, c'est quelque chose de désordonné qui va un peu dans tous les sens, mais qui possède une certaine transcendance. Alors il ne le dit pas comme ça, c'est moi qui l'interprète, mais c'est, je pense, la façon la plus simple de l'interpréter. Et cette analogie-là, en fait, il l'a fait avec l'argumentation du 2 et 2. Dans ce livre, justement, il va plutôt nous dire que 2 et 2 font 4, ce n'est déjà plus la vie, messieurs, mais le début de la mort, en le citant. Parce que le personnage mis en scène par Dostoïevski dans le livre, il est intéressant parce que il veut nous faire comprendre que lui ne croit pas en l'humain, et surtout qu'il ne croit pas aussi en lui-même, hein, en tant qu'humain. Donc il ne croit vraiment pas en tous les humains. Et c'est pour ça qu'il nous lâche les phrases suivantes. Supposons que les hommes ne fassent que rechercher ces 2 et 2, donc qui font 4, qu'ils traversent les océans, qu'ils sacrifient leur vie dans cette recherche, mais les trouver pour de vrai, je vous le jure, ils en ont peur. Ils sentent bien que dès qu'ils les auront trouvés, ils n'auront plus rien à chercher. Et cette phrase, elle est intéressante parce qu'il va amener une autre réflexion derrière. Et il va dire que la conscience peut s'élever au-dessus de ça, au-dessus de 2 et 2 font 4, en disant ces 2 et 2 font 5, qui peut être un engin combien plus adorable. Et on a une certaine forme d'illusion en parlant de ça, qu'on pourrait peut-être comparer à l'allégorie de la caverne de Platon, que je ne vais pas expliquer maintenant, mais que je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. C'est intéressant dans le sens où il va justement être conscient de l'illusion qu'est notre subjectivité par rapport au monde, mais lui, il va l'accepter.
Il va pas essayer forcément de philosopher dessus et il va clairement l'accepter. Et ça, dans ce livre, c'est très intéressant parce qu'en fait, il apporte un espoir non nihiliste à un personnage qui, lui, l'est pour autant. Il est conscient que le monde n'a pas de sens, que tout ce que fait l'homme est voué à l'échec, etc. Et pour autant, là, il apporte un espoir non nihiliste. Et ça, c'est intéressant, ça pointe du doigt quand même un certain espoir, une certaine envie de vivre cachée sous un mal-être constant chez le personnage. Et ça va l'amener à faire le lien entre la souffrance et le plaisir. Et dans le texte, c'est hyper bien amené et très intéressant. Il va se poser la question parce qu'il considère que le plaisir, c'est ce qui va donner du sens à l'homme. Et du coup, en trouvant son plaisir, il va être heureux. Et lui ne considère pas ça comme tel. Et il va plutôt dire que, par exemple, lorsqu'on va achever quelque chose, donc par exemple, si j'ai un but précis dans ma vie, je ne sais pas, construire une maison, il se demande si je vais prendre plus de plaisir à construire cette maison ou si je vais accorder plus de plaisir à la réalisation de mon but. Donc il le fait avec cette phrase « Mais les hommes sont des créatures frivoles et pas jolies. Peut-être ils n'aiment que le processus qui mène au but et non le but en tant que tel. » Et ça, vous pouvez le voir avec beaucoup de choses. Par exemple, si je pense à de l'art, je ne sais pas si vous faites de l'art, mais en tout cas, tout le monde a déjà fait un dessin au moins. Il y a un peu cette idée-là de on est content de faire notre chose, donc on va la faire. Mais quand on l'aura fini, même si on aura une dose de plaisir, même si ça va nous apporter une satisfaction de l'avoir fini, eh ben, on se dit « Merde, j'aurais pu faire ça mieux, j'aurais pu faire ça mieux ». Et c'est un cercle un peu vicieux parce que tu as toujours envie de faire mieux et au final tu t'attends à quelque chose de sublime et au final ça donne quelque chose de moins sublime que tu ne l'avais imaginé. De la douleur dans le plaisir d'avoir accompli son œuvre, ça va m'amener moi à me poser une réflexion assez simple. C'est est-ce qu'on n'aurait pas plus de plaisir de réalisation quand on aura galéré à faire ce qu'on est en train de faire? Est-ce que la douleur d'avoir fait quelque chose, est-ce que la difficulté va nous offrir un sentiment de satisfaction plus grand? Et ça, on sait que l'humain aime bien ça. On sait que l'humain aime bien la difficulté dans ce qu'il va entreprendre. C'est quelque chose qui est assez important et ça fait la preuve de plaisir. Je vous donne un exemple très simple, l'exemple de la drague. Avoir quelqu'un en claquant des doigts, c'est pas drôle pour absolument tous les humains. Quelqu'un qui va draguer, il va avoir envie qu'il y ait un certain challenge, une certaine difficulté. Et c'est dans la difficulté de faire ça, d'essayer de séduire l'autre convenablement, dans les règles morales, etc., dans les règles de l'art, hein, évidemment, on ne fait pas ça comme des animaux, et ben, il va trouver un plaisir à sa difficulté. Si tout lui est dû, il ne va plus trouver aucun sens en fait. Toute sa vie n'aura pas de sens. Et ça implique donc qu'on peut prendre du plaisir dans la difficulté et dans la souffrance. Dostoïevski, dans le livre, il le formule comme ça. « Et si les hommes n'aimaient pas seulement le bien-être, et s'ils aimaient la souffrance exactement autant ?» Alors, je ne sais pas s'ils l'aiment autant, en tout cas, c'est sûr qu'il y a forcément un lien entre plaisir et douleur. Et ça, c'est quelque chose qui m'a passionné et c'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo. Par exemple, dans une dépression, c'est quelque chose d'assez naturel chez l'humain. Vous voyez, si on fait rien, si on n'a pas de sens, si on n'a pas de but, si on n'a pas de plaisir, ça va être très simple de déprimer, d'accord? On va très rapidement se retourner sur soi-même, s'enfermer, etc. et ne plus vouloir voir personne. C'est ce qu'on appelle la dépression, et ça c'est un truc qu'on retrouve exclusivement chez les humains. Mais pour autant, cette dépression, elle est plutôt naturelle. C'est pas quelque chose qu'on aura inventé, c'est pas quelque chose qu'on nous aura imposé. Comme si en fait la dépression était un petit peu un mécanisme de défense de notre corps pour se recentrer sur soi-même en fin de compte. Et un autre exemple, je pense limite plus pertinent, c'est la souffrance et la douleur dans le plaisir sexuel. Et pour ça, pour l'imager, il y a une expérience qui a été faite sur des souris avec des systèmes de récompense et de douleur. En gros, ils mettaient dans une cage des signaux de couleurs et sonores. Et en fait, ils mettaient de l'eau, par exemple avec tel signal, donc un bruit, ils mettaient de l'eau, donc une récompense, entre guillemets. Dès qu'ils étaient assoiffés, ils mettaient de l'eau et boum, une couleur. À l'inverse, ils vont mettre une couleur et une couleur différente, ainsi qu'un son différent, lorsque ça va être un envoi d'air, de l'air comprimé en fait, qu'ils vont envoyer dans la cage. Et ça, c'est associé à la douleur chez la souris. Ce plaisir et cette douleur, elle aura un lien en fait, parce que lorsqu'ils vont activer le signal sonore de la douleur, évidemment ils vont essayer de se cacher, les souris elles vont essayer de s'enfuir, tandis que quand elles vont activer l'activité sonore de l'eau, et bien là elles vont s'exciter, elles vont tourner dans la cage, etc. Par contre, quand on les active les deux en même temps, s'il est assoiffé, il va passer sa soif au-dessus de la douleur que ça va lui infliger en fait. Dans un contexte sexuel, ça peut être intéressant. Si le plaisir sexuel est au-dessus de la douleur que ça va infliger, ça peut
passer bien au-dessus, voire même apporter encore plus d'excitation. Le problème, c'est que je n'ai pas de stats là-dessus et c'est la raison pour laquelle je ne pourrais pas aller plus loin dans ce domaine. En tout cas, Dostoïevski nous apporte une vision à la fin plutôt ni positive ni négative, en fin de compte plutôt neutre, en nous disant « mais je reste persuadé que l'homme ne refusera jamais la souffrance véritable, c'est-à-dire la destruction et le chaos ». Comme si l'homme en fait était tellement familier au concept de souffrance qu'il va jamais l'abandonner en fait. Le concept est de garder une certaine souffrance. Et quand on manque de souffrance, on manque aussi de bonheur et on manque aussi de plaisir. Et ça peut être associé au confort. Quand on a trop de confort, c'est bien plus simple de se poser des questions existentielles qui n'ont pas lieu d'être pour se donner finalement du mal-être en fin de compte. Les gens, pendant l'âge de pierre, ils allaient chasser dehors, et même encore récemment, hein, ils allaient chasser dehors, les mecs, ils n'étaient pas là pour se poser des questions de merde existentielles comme nous on se pose alors qu'on a un toit sur la tête, tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça qu'aussi, il y a beaucoup moins cette volonté-là d'être malheureux, etc. Parce qu'ils n'avaient pas le temps d'être malheureux, en fait, si tu veux. Il fallait qu'ils sortent, il fallait qu'ils aillent chasser le gibier et chercher des champignons. Donc si tu veux, les mecs n'avaient pas le temps, en fait. De plus, la souffrance, c'est un truc qui va tout le temps nous rester en nous parce que c'est un concept abstrait et non imaginable. Le concept abstrait, c'est très simple, c'est qu'on ne peut pas s'imaginer le futur désastreux que va nous apporter telle ou telle souffrance. Je pense à l'écologie par exemple, c'est un bon exemple. C'est impossible pour nous d'imaginer la preuve justement du réchauffement climatique, vous voyez. Tant qu'on n'a pas de preuve, on ne va pas se remettre en question, on va continuer à produire. Et ça, c'est un fait avéré hein, en psychologie. Tant que tu n'as pas les preuves de quelque chose que tu avances, tu vas avoir tendance à oublier en fait, à pas faire attention à ça. Un peu comme un billet de confirmation en fin de compte. Et la souffrance, elle n'est pas mesurable. Dans le sens où on ne peut pas s'imaginer la souffrance, il n'y a pas une échelle de la souffrance comme l'échelle de Richter qui va calculer les séismes, tu vois ce que je veux dire. Si on pense à l'accouchement par exemple, il y a des études qui ont été faites qui montrent que l'accouchement se refait une deuxième fois, donc quand une femme a un deuxième enfant, la femme elle a oublié cette douleur liée à l'accouchement qui est une douleur la plus atroce qu'on peut ressentir si on en suit des témoignages. Ton cerveau ne retient pas la souffrance que ça t'inflige. Et puisqu'il ne la retient pas, il est prêt à réitérer la chose parce qu'il ne mesure pas la douleur qu'il va avoir. Ça me fait penser à la violence de l'homme en général. La violence et sa quête de souffrance, si je puis me permettre. Un peu comme si l'homme avait un lien tellement fort à la souffrance qu'il ne pouvait pas s'en détacher et que par conséquent, il en avait presque besoin. Et la souffrance, ça passe aussi par la violence, que ce soit une violence physique ou une violence psychologique. Et au-delà de ça, c'est la confrontation qui t'élève et qui t'apprend ce que c'est la vie, t'apprends ce que c'est la valeur de la vie. C'est toutes ces confrontations que tu vas avoir, elles aussi, qu'elles soient physiques ou psychologiques, qui vont t'apprendre ce que c'est, qui vont t'apprendre la vie, qui vont t'apprendre à réfléchir. Et c'est pour cette raison qu'il est tout à fait pensable de se dire que soumettre quelqu'un ou se faire soumettre par quelqu'un, c'est quelque chose certes d'animal, mais consciemment parlant, ça peut être pensable. On peut imaginer que tu as besoin un jour de te sentir soumis, de te sentir plus faible que quelqu'un, et un jour où tu as besoin de te sentir plus fort que quelqu'un. Et évidemment, la morale actuelle, elle fait en sorte qu'on puisse plus trop se confronter à des choses réelles, qu'on puisse plus trop se confronter violemment par des gestes, par des points. Ça, c'est quelque chose de beaucoup plus difficile maintenant. Alors qu'à l'époque, ils se mettaient des coups de marteau dans la gueule, ils en avaient plus rien à foutre. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que maintenant, la seule violence qui est acceptée, c'est la violence psychologique. Et même si elle n'est pas forcément acceptée, il y aura toujours une confrontation, une espèce de concours entre plusieurs personnes, tu vois. La seule violence qui est acceptée, en fin de compte, c'est la violence psychologique. Ça donne aussi des gens qui ont envie de se lancer dans des sports où tu te défoules en fait, parce que si l'homme a toujours connu cette violence, et c'est une hypothèse, hein, ce n'est rien de fondé, mais si l'homme a toujours connu cette violence, peut-être a-t-il besoin d'évacuer cette violence et d'évacuer cette souffrance en fin de compte. Bon alors cette vidéo, ne m'en voulez pas, elle est un peu partie dans tous les sens, même si j'avais pris des notes etc. pour pas perdre le fil. C'est compliqué de pas se perdre dans ses propos etc. Mais je trouvais intéressant d'avoir cette réflexion, et n'hésitez pas à débattre en commentaire, n'hésitez pas à me donner votre avis. Moi ça m'a intéressé de le faire, j'espère que vous aussi, et peut-être qu'on refera des vidéos dans le même style parce que ça me passionne de faire ça et je trouve ça cool. Donc sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et amusez-vous bien les guys, j'ai envie de dire.